Bonsoir à tous et merci d'être avec moi sur D8. Bienvenue à tous les amateurs de littérature classique, puisque ce soir, dans Voyage au bout de la nuit, eh bien, nous poursuivons l'un des auteurs les plus appréciés, les plus traduits, les plus publiés, les plus lus, les plus adaptés, que ce soit au cinéma, à la télévision ou même en spectacle musical, évidemment. Si je vous dis Victor Hugo, vous pensez aux Misérables, cette comédie musicale adaptée à Londres et à Broadway à New York depuis plus de 30 ans. Mais c'est avant tout un auteur français qui est à l'origine de tous ces textes adaptés dans le monde entier. Alors ce soir, je reprends la lecture des Travailleurs de la mer. C'est un roman un petit peu moins connu de Hugo, mais on retrouve tout de suite, dès les premières pages, sa plume, sa touche, avec une longue et belle description du paysage de l'archipel de la Manche, puisque c'est le titre de la première partie du roman. Sachez que ce roman, qui s'intitulait au départ L'Abîme, a été publié à la toute deuxième partie du 19e siècle, en 1866, lors du séjour exilé du poète Victor Hugo dans l'île anglo-normande de Guernesey. Et c'est justement sur cette île qu'il pioche toute cette inspiration et qu'il remet ici dans cette description très botanique de l'archipel de la Manche. Je poursuis, et puis vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux dès maintenant, et puis tout le temps, avec le hashtag VBN. De petites chutes d'eau, amenées dans des encaissements de bois vermoulu, qui laissent échapper des gouttes, font tourner des moulins, dont on entend le battement sous les branchages. Quelques cours de ferme ont encore à leur centre le pressoir à cidre et le vieux cercle de pierres creuses où roulait la roue à broyer les pommes. Les bestiaux boivent dans des auges pareilles à des sarcophages. Un roi celte a peut-être pourri dans ce coffre de granit où s'abreuve paisiblement la vache, qui a les yeux de Junon. Les grimpereaux et les hoche-queues viennent, en familiarité aimable, piller le grain des poules. Le long de la mer, tout est fauve. Le vent use l'herbe que le soleil brûle. Quelques églises ont un caparaçon de lierre qui court jusqu'au clocher. Par endroits, dans des bruyères désertes, une excroissance de rochers s'achève en chaumière. Les bateaux tirés à terre, faute de port, sont arc-boutés sur des grosses pierres. Les voiles des barques qu'on voit à l'horizon sont plutôt couleur d'ocre ou jaune saumon que blanche. Du côté de la pluie et de la bise, les arbres ont une fourrure de lichen. Les pierres elles-mêmes semblent prendre leurs précautions et ont une peau de mousse drue et dense. Il y a des murmures, des souffles, des froissements de branches, de brusques passages d'oiseaux de mer, quelques-uns avec un poisson d'argent au bec, une abondance de papillons variant de couleurs selon la saison, et toutes sortes de profonds tumultes dans les rochers sonores. Des chevaux au vert galopent à travers les jachères. Ils se roulent, bondissent, s'arrêtent, font fête au vent de toute leur crinière et regardent devant eux, dans l'espace, ces flots qui se suppléent indéfiniment. En mai, les vieilles bâtisses rurales et marines se couvrent de giroflées. En juin, de lilas de murailles. Dans les dunes, les batteries s'écroulent. La désuétude des canons profite aux paysans. Des filets de pêcheurs sèchent sur les embrasures entre les 4 murs du blocos démantelé. Un âne errant ou une chèvre au piquet broutent le gazon d'Espagne et le chardon bleu. Des enfants demi-nus rient. On voit dans les sentiers les jeux de mérelles qui y tracent. Le soir, le soleil couchant, radieusement horizontal, éclaire dans les chemins creux le lent retour des guénisses, s'attardant à mordre les haies à droite et à gauche, ce qui fait aboyer le chien. Les sauvages caps de l'ouest s'enfoncent en ondulant sous la mer. Quelques rares tamarins y frémissent. Au crépuscule, les murs cyclopéens, laissant passer le jour à travers leurs pierres, font au haut des collines de longues crêtes de guipure noire. Le bruit du vent écouté dans ces solitudes
donne une sensation de lointain extraordinaire. Chapitre 8, Saint-Pierre-Port. Saint-Pierre-Port, capitale de Guernesey, a été bâtie jadis en maison de bois sculpté à portée de Saint-Malo. Une belle maison de pierre du XVIe siècle subsiste encore dans la Grand-Rue. Saint-Pierre-Port est port-franc. La ville est étagée sur un charmant désordre de vallées et de collines, froncées autour du vieux Havre comme si elles avaient été prises à poignées par un géant. Les ravins font les rues, des escaliers abrègent les détours. Les rues fort roides sont montées et descendues au galop par les excellents attelages anglo-normands. Dans la grande place, les femmes du marché, assises en plein air, sur le pavé, reçoivent les averses de l'hiver, mais il y a quelques pas la statue de bronze d'un prince. Il tombe par an. Par un pied d'eau à Jersey et 10 pouces et demi à Guernesey. Les poissonniers sont mieux traités que les maraîchers. La poissonnerie, vaste halle couverte, a des tables de marbre où s'étaient magnifiquement les pêches, souvent miraculeuses, de Guernesey. Il n'y a point de bibliothèque publique. Il y a une société mécanique et littéraire. Il y a un collège. On édifie le plus d'églises qu'on peut. Quand elles sont bâties, on les fait approuver par les seigneurs du conseil. Il n'est point rare de voir passer dans la rue des chariots portant les fenestrages ogives en bois donnés par tel charpentier à telle église. Il y a un palais de justice et les juges vêtus de violet opinent à haute voix. Au siècle dernier, les bouchers ne pouvaient pas vendre une livre de bœuf ou de mouton avant que les magistrats eussent choisi leur viande. Force chapelles particulières protestent contre les églises officielles. Entrez dans une de ces chapelles, vous entendrez un paysan expliquer à d'autres le nestorianisme, c'est-à-dire la nuance entre la mère du Christ et la mère de Dieu. Ou enseigner comme quoi le Père est puissance, tandis que le Fils n'est qu'une sorte de puissance, ce qui ressemble fort à l'hérésie de l'Abélard. Les Irlandais catholiques foisonnent, peu patients, de façon que les discussions théologiques sont parfois ponctuées de coups de poing orthodoxes. La stagnation du dimanche fait loi. Tout est permis, excepté de boire un verre de bière le dimanche. Si vous aviez soif, le saint jour du Shabbat, vous scandaliseriez le digne Amos Chic qui a licence pour vendre de l'âle et du cidre dans High Street. Loi du dimanche, chanter sans boire. En dehors de la prière, on ne dit pas « mon Dieu », on dit « mon bon ». Good remplace God. Une jeune sous-maîtresse française d'un pensionnat ayant ramassé ses ciseaux avec cette interjection « Ah mon Dieu !» fut congédiée pour avoir juré. On est plus biblique encore qu'évangélique. Il y a un théâtre aussi. Une porte bâtarde donnant sur un corridor dans une rue déserte. Telle est l'entrée. L'intérieur se rapproche du style d'architecture adopté pour les greniers à foin. Satan n'a pas de pompe et est mal logé. Le théâtre a pour vis-à-vis la prison, autre logis du même individu. Sur la colline nord, au Castle Carey, solécisme, il faudrait dire Carey Castle, il existe une précieuse collection de tableaux, la plupart espagnols. Public, ce serait un vrai musée. Dans certaines maisons aristocratiques subsistent des spécimens curieux de ce carrelage peint de Hollande dont est tapissée la cheminée du tsar Pierre à Sarardam et ces magnifiques tentures de faïence, dites en Portugal azulejos, produit d'un grand art, la faïencerie ancienne ressuscitée, plus admirable que jamais aujourd'hui, grâce à des initiateurs comme le docteur Lassalle, à des fabriques comme Première et à des potiers peintres comme Deck et Devers. La chaussée d'Antin de Jersey se nomme Rouge Bouillon. Le faubourg Saint-Germain de Guernesey se nomme les Roets. Les belles rues correctes y abondent, toutes coupées de jardins.
Il y a à Saint-Pierre-Port autant d'arbres que de toits, plus de nids que de maisons, et plus de bruit d'oiseaux que de bruit de voitures. Les rouets ont la grande apparence patricienne, des quartiers hautains de Londres, et sont blancs et propres. Traverser un ravin, enjamber Mill Street, entrer dans une sorte d'entaille entre deux hautes maisons, monter un étroit et interminable degré à coups de tortueux et à dalles branlantes, vous êtes dans une ville bédouine. Masures, fondrières, ruelles dépravées, pignons brûlés, logis effondrés, chambres désertes, sans porte, ni fenêtres, où l'herbe pousse, des poutres traversant la rue, des ruines barrant le passage, ça et là une bicoque habitée, de petits garçons nus, des femmes pâles. On se croit à Saatcha. À Saint-Pierre-Port, on n'est pas horloger, on est montrier. On n'est pas commissaire-priseur, on est encanteur. On n'est pas badigeonneur, on est picturier. On n'est pas maçon, on est plâtreur. On n'est pas pédicure, on est chiropodiste. On n'est pas cuisinier, on est cook. On ne frappe pas à la porte, on tape à la hue. Madame Prescott est agente de douane et fournisseur de navires. Un barbier annonçait dans sa boutique la mort de Wellington en ces termes. Le commandant des Soudards est mort. Des femmes vont de porte en porte revendre de petites pacotilles achetées au bazar ou au marché. Cette industrie s'appelle chiner. Les chineuses très pauvres gagnent à grande peine quelques doubles dans leur journée. Voici un mot d'une chineuse. Savez-vous que c'est bien joli, j'ai mis de côté dans ma semaine 7 sous. Un passant de nos amis donna un jour à l'une d'elles 5 francs. Elle dit « Merci bien, monsieur. Voilà qui va me permettre d'acheter en gros. » Au mois de mai, les yachts commencent à arriver. La rade, ce peuple de navires de plaisance, la plupart gréés en goélette, quelques-uns à vapeur. Tel yacht coûte à son propriétaire 100 000 francs par mois. Le criquet prospère, la boxe décroît. Les sociétés de tempérance règnent, fort utilement, disons-le. Elles ont leur procession et promènent leur bannière avec un appareil presque maçonnique, qui attendrit même les cabaretiers. On entend les tavernières dire aux ivrognes en les servant « Buvez-en une var, n'en boisez pas une bouteille !» La population est saine, belle et bonne. La prison de la ville est très souvent vide. À Christmas, le geôlier, quand il a des prisonniers, leur donne un petit banquet en famille. L'architecture locale a des fantaisies tenaces. La ville de Saint-Pierre-Port est fidèle à la reine, à la Bible et aux fenêtres guillotines. L'été, les hommes se baignent nus, un caleçon est une indécence pour eux. Les mères excellent à vêtir les enfants. Rien n'est joli comme cette variété de petites toilettes coquettement inventées. Les enfants vont seuls dans les rues, confiance touchante et douce. Les marmots mènent les bébés. En fait de mode, Guernesey copie Paris. Bon, pas toujours. Quelquefois, des rouges vifs ou des bleus crus révèlent l'alliance anglaise. Pourtant, nous avons entendu une modiste locale conseillant une élégante indigène protester contre l'indigo et l'écarlate et ajouter cette observation délicate. Je trouve une couleur bien d'âme et bien comme il faut un beau pensée. La charpenterie maritime de Guernesey est renommée. Le carénage regorge de bâtiments au radoub. On tire les navires à terre au son de la flûte. Le joueur de flûte, disent les maîtres charpentiers, fait plus de besogne qu'un ouvrier. Saint-Pierre-Port a un Paulet comme Dieppe et un Strand comme Londres. Un homme du monde ne se montrerait pas dans la rue avec un album ou un portefeuille sous le bras, mais va au marché le samedi et porte un panier. Le passage d'une personne royale a servi de prétexte à un tour. On enterre dans la ville, la rue du Collège longe et côtoie à droite et à gauche 2 cimetières. Une tombe de février 1610 fait partie d'un mur. Livreuse est un square de gazon et d'arbres comparables au plus beau carré des Champs-Élysées de Paris,
avec la mer en plus. On voit aux vitrines de l'élégant bazar, dit les Arcades, des affiches telles que celle-ci. Ici se vend le parfum recommandé par le 6e régiment d'artillerie. La ville est traversée en tous sens par des haquets chargés de barils de bière ou de sacs de charbon de terre. Le promeneur peut lire encore çà et là d'autres annonces. Ici, on continue à prêter un joli taureau, comme par le passé. Ici, on donne le plus haut prix pour chic, plomb, verre, os. À vendre, de nouvelles pommes de terre rognonnes de choix. À Chaff, un service complet de portes enjissées pour un salon, comme aussi un cochon gras. Ferme de mon plaisir, Saint-Jacques. À vendre de bons sous-bas dernièrement battus, des carottes jaunes par le sang et une bonne seringue française. S'adresser au moulin de l'échelle Saint-André. Défense d'habiller du poisson et de déposer des encombriers. Ou encore, à vendre, un âne donnant lait, etc., etc. Chapitre 9. Jersey, Aurigny, Sercq. Les îles de la Manche sont des morceaux de France tombés dans la mer et ramassés par l'Angleterre. De là, une nationalité complexe. Les Jersiais et les Guernesiais ne sont certainement pas anglais sans le vouloir, mais ils sont français sans le savoir. S'ils le savent, ils tiennent à l'oublier. Cela se voit un peu aux Français qu'ils parlent. L'archipel est fait de 4 îles, 2 grandes, Jersey et Guernesey, et 2 petites, Aurigny et Sterck. Bon, sans compter les îlots, Ortac, les Casquets, Hermes, Jetou, etc. Les îlots et les écueils dans cette vieille Gaule sont volontiers qualifiés. Ils sont qualifiés où? Aurigny à Bourg-où et Sercq à Brec-où, Guernesey à Lilou et Jetou, Jersey à les Écréous, Granville à le Pire-où. Il y a aussi le cap de la Hougue, la Hougue-Baille, la Hougue des Pommiers, les Houmets, etc. Il y a l'île de Chouzet, l'écueil Choua, etc. Ce remarquable radical de la langue primitive ou se retrouve partout. Écoutez bien. Oul, huée, ur, ourc, our, c'est-à-dire un échafaud en vieux mots, ou pron, un requin, hurlement, hulotte, chouette, douchouan, etc. Il transperce dans les 2 mots qui expriment l'indéfini, unda et unde. Il est dans les 2 mots qui expriment aussi le doute, ou et où. Sercq est la moitié d'Aurigny. Aurigny est le quart de Guernesey. Guernesey est les 2/3 de Jersey. Toute l'île de Jersey est exactement grande comme la ville de Londres. Il faudrait pour faire la France 2700 Jersey. Au calcul de Charassin, excellent agronome pratique, la France, si elle était cultivée comme Jersey, pourrait nourrir 270 millions d'hommes, toute l'Europe. Des 4 îles, Sercq est la plus petite et la plus belle. Jersey la plus grande et la plus jolie. Guernesey, sauvage et riante, participe des 2. Il existe à Sercq une mine d'argent, inexploitée à cause de la faiblesse du rendement. Jersey a 56 000 habitants, Guernesey 30 000, Aurigny 4 500 et Sercq 600. Lilou un seul. De l'une de ces îles à l'autre, d'Aurigny à Guernesey, de Guernesey à Jersey, il y a l'enjambée d'une botte de 7 lieues. Le bras de mer s'appelle, entre Guernesey et Hermes, le Petit Ruau, et entre Hermes et Sercq, le Grand Ruau. La pointe de France la plus proche est le cap Flamanville. De Guernesey, on entend le canon de Cherbourg, et de Cherbourg, on entend le tonnerre de Guernesey. Les orages sur l'archipel de la Manche, nous l'avons dit, ils sont terribles. Les archipels sont les pays du vent. Entre chaque île, il y a un corridor qui fait souffler. Loi mauvaise pour la mer et bonne pour la terre. Le vent emporte les miasmes et apporte les naufrages.
Cette loi est sur les Channel Islands comme sur les autres archipels. Le choléra a glissé sur Jersey et Guernesey. Il y eut pourtant à Guernesey, au Moyen-Âge, une si furieuse épidémie qu'un baillif brûla les archives pour détruire la peste. On nomme volontiers ces îles en France îles anglaises et en Angleterre îles normandes. Les îles de la Manche battent monnaie, de cuivre seulement. Une voie romaine encore visible menait de Coutances à Jersey. Et c'est en 1709, nous l'avons dit, que l'océan a attaché Jersey à la France. 12 paroisses furent englouties. Des familles actuellement vivantes en Normandie ont encore la seigneurie de ces paroisses. Leur droit divin est sous l'eau. Cela arrive au droit divin. Chapitre 10, Histoire, légende, religion. Les 6 paroisses primitives de Guernesey appartenaient à un seul seigneur, Néel, vicomte de Cotentin, vaincu à la bataille des Dunes en 1047. En ce temps-là, au dire de Dumaresque, il y avait dans les îles de la Manche un volcan. La date des 12 paroisses de Jersey est inscrite dans le livre noir de la cathédrale de Coutances. Le sire de Bricquebec s'intitulait baron de Guernesey. Aurigny était le fief d'Henri l'Artisan. Jersey a subi 2 voleurs, César et Royon. Haro est un cri au duc, à Rollo, à moins qu'il ne vienne du saxon haran, qui veut dire crier. Le cri haro se répète 3 fois, à genoux sur la grande route, et tout travail cesse dans le lieu où le cri a été poussé, jusqu'à ce que justice ait été rendue. Avant Royon, duc des Normands, il y avait sur l'archipel Salomon, roi des Bretons. De là, beaucoup de Normandie à Jersey et beaucoup de Bretagne à Guernesey. La nature y répercute l'histoire. Jersey a plus de prairies et Guernesey plus de rochers. Jersey est plus verte et Guernesey plus âpre. Les gentilhommières couvraient les îles. Le comte d'Essex a laissé une ruine à Aurigny. Essex, Cassel, Jersey à Montorgueil, Guernesey le château Cornet. Le château Cornet est ensuite construit sur un rocher qui a été un holm ou home. Cette métaphore se retrouve dans les casquets, les casques. Le château Cornet a été assiégé par le pirate picard Eustache et Montorgueil par Duguesclin. Les forteresses, comme les femmes, se vendent de leurs assiégeants quand ils sont illustres. Un pape, au XVe siècle, a déclaré Jersey et Guernesey îles neutres. Il songeait à la guerre et non au schisme. Il y a prospéré ainsi que Luther, fort gêné pourtant aujourd'hui par le wesleyanisme, excroissance du protestantisme, qui contient l'avenir de l'Angleterre. Les églises abondent dans l'archipel. Le détail vaut la peine. Partout des temples, la dévotion catholique est distancée. Un coin de terre de Jersey ou de Guernesey porte plus de chapelles que n'importe quel autre morceau de terre espagnole ou italienne, de même grandeur. Méthodiste, proprement dit, méthodiste primitif, méthodiste connexe, méthodiste indépendant, baptiste, presbytérien, etc. Ajoutez aussi l'église épiscopale anglicane, ajoutez aussi l'église romaine papiste. Et c'est ainsi que se termine notre voyage sur D8. Merci à toute l'équipe artistique de l'émission Voyage au bout de la nuit. Merci à Camille Koenig pour sa programmation. Et vous, merci pour votre fidélité. Je vous invite à réagir tout de suite. #VBN, bof. Et je répondrai à tous vos commentaires, c'est promis. Très belle journée sur D8 et à très bientôt.